Bonsoir à tous. Permettez-moi à mon tour de remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette conférence particulièrement intéressante, bien que terrifiante, Clive. Je viens ici parler à mon propre nom, même si je travaille pour la Commission européenne, mais comme il a été démontré dans cette conversation, l'Union européenne n'a pas de bonne politique développée en matière de géo-ingénierie, donc je ne viens pas parler des politiques officielles en la matière. Une des raisons pour lesquelles il en est ainsi, Clive l'a déjà mentionné, c'est que les personnes qui ont réfléchi à cette question, comme bon nombre de mes collègues à la Commission européenne, s'inquiètent de cette dynamique des vannes politiques. Une fois qu'on commence à réfléchir à la géo-ingénierie comme véritable option politique, on crée la possibilité et peut-être un élan pour se lancer dans cette direction. Opter pour le choix qui semble le plus simple, à savoir trouver des inventions pour se sortir du problème, plutôt que de suivre le chemin plus difficile, à savoir trouver des solutions pour réduire les émissions et vivre dans les limites que nous impose la planète. Mais donc, que faut-il suivre? Quel chemin? On connaît de plus en plus sur le réchauffement planétaire. On va être encore plus informé dans les années à venir sur les systèmes climatiques. On en connaît aussi davantage sur les comportements humains, sur les forces et faiblesses des institutions, ce que les humains ont créé sur cette planète. Quel chemin donc faut-il suivre pour aboutir à une solution? Clive en a également parlé à la fin de sa présentation. Comme il a été dit lors de l'introduction, je suis sur le point de passer 2 semaines à Varsovie pour essayer de renforcer les institutions dans lesquelles les gouvernements des États membres de l'Union européenne ont clairement placé leur confiance, à savoir les organes du traité des Nations Unies, qui ont été créés et négociés au cours des 20 dernières années, dans l'espoir qu'on va aboutir à des accords pour que les États limitent leurs émissions de gaz à effet de serre et de se préparer mutuellement, de s'aider mutuellement à se préparer pour ce qui semble être inévitable. Ce sera le 4e grand effort au cours des 20 dernières années, essayer d'aboutir à un accord sur la manière de limiter les émissions ensemble en établissant des limites et en essayant de les respecter. Cela va être le plus grand défi parce que c'est la première fois qu'on essaye de tenir compte pas uniquement des pays industrialisés qui ont un sens de cette responsabilité au cours de l'histoire, qui disposent également des technologies pour y faire face, mais on va essayer dans ces nouveaux accords, on a une date butoir pour 2015 à Paris, donc pour la première fois, on va essayer d'inclure les plus de 190 pays de la planète dans des engagements donc contraignants et essayer de travailler ensemble à limiter l'impact du changement climatique. Je pense que ce processus que je viens de décrire n'a pas encore pris en compte la question de géo-ingénierie. Lorsqu'on voit les 150 différents points qu'on va aborder à Varsovie et les 50 décisions qu'on espère prendre, on ne parle pas encore de la géo-ingénierie. Je pense que c'est lié à la question des vannes politiques. C'est pas qu'on ne pense pas que ce soit important, mais bien parce qu'on a peur de s'y lancer. Mais il y a certaines similitudes entre ces négociations internationales des Nations Unies et les défis mentionnés par Clive. Le premier, c'est la question de l'optimisme technologique. Je pense qu'il y a une croyance que avec la bonne approche, on trouvera les solutions technologiques qui nous permettront de continuer à vivre comme on fait, permettra aux pays émergents d'atteindre le même niveau de vie tout en restant dans les limites imposées par la planète. Que l'on va développer de nouvelles énergies renouvelables de telle manière que l'on résoudra le problème, on aura une solution simple et low cost. Et d'une certaine manière, cette approche est similaire à ce qu'on vient de décrire dans la géo-ingénierie, cet espoir de trouver une solution innovante à ces défis. Le deuxième point commun avec la géo-ingénierie, je pense, c'est que nous sommes déjà lancés dans la géo-ingénierie par négligence
au quotidien, nous émettons de mauvais gaz en énorme quantité dans l'atmosphère et cela a un impact sur les systèmes planétaires. Et certaines personnes dans les négociations internationales considèrent même que peut-être ce ne serait pas une si mauvaise chose pour eux. Ça va certainement changer le climat et il y aura des imprévus. Mais pour certaines parties du monde, pense-t-il, cela pourrait augmenter la productivité. Et donc nous sommes déjà lancés dans une grande expérience avec le système climatique mondial, mais plus par négligence que par volonté. Mon point de vue dans le domaine, comme il a été annoncé, est celui d'un juriste international qui a l'habitude à participer à la création de traités internationaux et donc la question de la gouvernance est celle qui m'interpelle le plus lorsque je vois une présentation comme celle de Clive, la question de savoir qui décide et comment, qui décide quelle recherche on a le droit de mener, mais également qui décide quelles sont les expériences qu'on a le droit de mener sur le terrain pour savoir si ces technologies vont fonctionner dans la pratique. Et donc les questions auxquelles nous sommes confrontés, c'est quels sont les dangers que nous essayons de gérer par de tels systèmes. Clive en a déjà évoqué, par exemple, le danger d'un État ou individu voyou, que ce soit un petit État ou les États-Unis ou une île État qui voudrait se lancer dans de telles expérimentations, et ce n'est pas inimaginable financièrement, c'est à la portée de ceux qui se trouvent à l'avant-plan des changements climatiques. Donc l'État voyou ou l'acteur solitaire serait une des choses qui pourrait nous mener à vouloir réglementer. De l'autre côté, il y a le risque de non-préparation. S'il devait y avoir un changement soudain dans le climat, eh bien, on devrait pouvoir être en mesure de renverser cette technologie rapidement pour éviter le pire. Et qui serait en mesure de prendre ces décisions? Il nous faudrait des systèmes de gouvernance pour gérer ces risques si la décision était nécessaire. Ça, c'est de l'autre côté. Serions-nous prêts? Et au milieu, je pense qu'on peut se poser des questions sur les effets non désirés, si on développe les systèmes gouvernementaux qui nous permettraient d'avancer. Que se passe-t-il en cas de problème? Comment gérer ces risques-là? Le droit international, les institutions internationales ont des réponses générales à ces questions, mais je crains que ces réponses ne soient pas réellement satisfaisantes. La première est ce que Clive a décrit comme un dilemme profond. On a un certain nombre de principes qui nous permettent de gérer les circonstances dans lesquelles nous avons identifié un risque potentiellement irréversible, mais on ne comprend pas complètement de quoi il s'agit. Et le principe de précaution dans le droit international nous dit qu'il ne faut pas hésiter à agir pour empêcher ce risque, même si nous n'avons pas la certitude scientifique quant à la nature de ce risque. Et cela peut nous mener dans deux directions différentes. D'un côté, soutenir les efforts de géoingénierie pour essayer d'éviter le risque de changement climatique. De l'autre côté, prendre des mesures pour empêcher la géoingénierie à cause des risques que cela poserait en soi à la société. Donc nous avons ces principes qui sont censés nous aider à gérer tout cela, mais je ne suis pas sûr de savoir dans quelle direction ils vont nous mener dans ce contexte. Un autre principe du droit environnemental international est celui du refus de nuire. Chaque État a la responsabilité de faire en sorte que ses actions ne nuisent pas à l'environnement d'autres États ou à l'environnement mondial. Je pense que ces principes sont certainement d'application dans le contexte du changement climatique, mais également dans celui de la géoingénierie. Donc vers quelles règles internationales ces principes pourraient-ils nous mener? Eh bien, certaines voix s'élèvent pour interdire purement et simplement l'utilisation de technologies de géoingénierie, partant du principe que les risques sont tout simplement trop élevés. On pourrait aussi imaginer qu'on aboutisse à des règles internationales sur l'évaluation de l'impact environnemental. Ces obligations existent déjà pour d'autres risques environnementaux. Et donc, si on veut mener ce genre d'expérience, il faut d'abord faire une évaluation complète des risques et
partager les résultats avec la communauté internationale. Et il existe également déjà des règles d'obligation de notification. Donc si vous avez l'intention de mener des expériences de géoingénierie, vous êtes obligé de notifier vos voisins ou la communauté internationale. Voilà le genre de règles que l'on retrouve dans les traités internationaux. Ce n'est pas inhabituel et cela pourrait être utile pour nous aider à gérer les risques de la géoingénierie. On peut se poser également la question sur la forme correcte, si on est d'accord sur l'application de ces principes et le type de règles que l'on doit générer, quelle est la forme ou traité correct qui permettra de gérer ces règles, de les mettre en application pour les États et autres acteurs. Et là, c'est le sujet pour une toute autre sorte de conférence, en partant des traités déjà existants et la création de nouveaux traités, mais je pense que ça poserait le même genre de défi politique que l'on a vu apparaître ailleurs dans les relations internationales. Et je pense que ce serait un énorme défi politique que de créer ce genre de traité contraignant pour tous, qui donc apporterait la sécurité à toutes les personnes qui se préoccupent des dangers de la géoingénierie. Je voudrais juste encore faire quelques commentaires sur cette question des vannes politiques, parce que lorsqu'on se penche sur les technologies décrites par Clive, à savoir celle de capture de CO2 et fixation de CO2 plutôt que celle qui ferait réfléchir les rayons du soleil, eh bien, nous sommes déjà dans cette phase d'expérimentation actuellement. Les gouvernements européens ont déjà des politiques qui encouragent les entreprises et les pouvoirs locaux à expérimenter sur ces idées de fixation de carbone, savoir réfléchir à des manières de capter le CO2 et trouver des endroits relativement sûrs pour les stocker à long terme. Ces vannes politiques commencent donc déjà à s'ouvrir par rapport à ce genre de technologie. Mais ce que l'on constate en termes de réponse à ces encouragements, c'est que les acteurs sont encore assez nerveux. Nerveux quant à savoir si ces technologies vont fonctionner correctement. Nerveux quant à l'idée de faire ces grands investissements. Et donc, je pense qu'il y a des barrières naturelles qui empêchent ces vannes politiques à s'ouvrir, en tout cas pour l'instant. Mais cela reste une idée intéressante à suivre, surtout à long terme, et pour voir comment nos institutions, nationales ou internationales, vont donc gérer ces risques. Permettez-moi de conclure en disant que je pense que la Commission, les personnes comme moi-même qui travaillent au développement de règles visant à atténuer les émissions de CO2, suivent ces questions d'un œil très attentif et préoccupé également. Et nous espérons que pour l'instant, ces vannes politiques vont rester fermées, car selon nos évaluations, il y a plus d'avantages dans l'atténuation des émissions de CO2 à la source, surtout au vu des risques dont on vient d'entendre parler, par rapport à l'expérimentation dans le domaine de la géoingénierie. Merci beaucoup.